Stanislas Delarmina, que pensez-vous de l'annonce de Donald Trump de sortir les USA de la COP21 et les fameux accords de Paris? Bon, écoutez, d'abord, il ne s'agit pas de juger de la personnalité de M. Trump, parce qu'en réalité, son discours est conforme à ce que pense pratiquement la grande majorité des républicains. Alors, son discours, moi, ce que j'en pense, c'est qu'il a eu raison de le faire, même si, de temps en temps, je pense que son argumentation n'est pas toujours très glorieuse. Par exemple, il dit « je sors ». Et il a raison, mais en même temps, il est dans le double langage parce qu'il dit à 8 reprises « je veux négocier pour re-rentrer ». La deuxième chose, c'est qu'il met en avant le fait que les accords de Paris ne sont pas bons pour l'économie américaine. Il a raison, c'est pas bon pour l'économie européenne non plus d'ailleurs. Mais ça tourne un peu dans l'argument de la morale de l'utilité qui n'est pas toujours une bonne morale. La troisième chose, c'est qu'il dit qu'il serait pour un accord juste et équitable. Bon, est-ce que vraiment c'est un argument qui est audible dans la bouche des Américains? Ce n'est pas sûr. Après, il dit aussi qu'il est très attaché à l'écologie et que les États-Unis sont un modèle de propreté, un modèle d'air urbain. C'est vrai que les villes américaines n'ont rien à voir avec l'atmosphère à Pékin. Mais tout le monde sait que l'efficacité en matière d'écologie, elle est liée au développement. Donc ils ont, je dirais, les capacités de le faire. Et c'est là où, à la fin, je suis un peu gêné parce qu'il fait un appel dans son discours à la responsabilité vis-à-vis de tous les pays du monde et dans le même temps, il joue de ses intérêts avec l'Organisation mondiale du commerce qui, bien entendu, est suicidaire pour les pays les plus pauvres, donc ça ne va pas faciliter le travail d'une mise aux normes écologiques des pays les plus pauvres. Vis-à-vis du traité, je dirais que les États se comportent un peu comme des enfants dans une école. Ils font la promesse d'être de bons élèves. Par derrière, les ONG se jouent un peu le clergé de la bien-pensance et se mettent à diaboliser ceux qui ne tiennent pas leurs promesses. Ce qui fait que de fil en aiguille, tous les États se trouvent piégés dans une forme d'obligation morale. Et Trump a eu, à mon avis, parfaitement raison de sortir des accords en disant qu'il n'était pas dupe et que ce n'était que le début d'intrusion ultérieure des États. Donc il faut bien se dire que cette question climatique est en fait le faire-valoir de beaucoup de lobbies pour la gouvernance mondiale. S'il y avait un proverbe qui résume ça, c'est de dire « à problème global », le climat, si tant est que c'en soit un, il faut une gouvernance mondiale. Qu'avez-vous pensé de la réaction des pays européens à l'annonce de Donald Trump et en particulier de la France? Alors j'aurais envie de dire de la France et puis surtout de Nicolas Hulot qui a été dans le sommet de l'hypocrisie puisqu'il diabolise, donc ça lui donne une image de petit ange, il condamne, il va comparer Trump à Satan, ce qui va permettre à l'Europe de se parer de toutes les vertus de l'idéologie écologique. Mais le pire, c'est quand il commence à parler de crimes contre l'humanité. Et là, d'abord, je ne suis pas sûr que les descendants des victimes de la Shoah apprécient beaucoup la comparaison, mais surtout, j'ai envie de poser la question, où sont les criminels? Parce que si, comme de plus en plus, on a tout lieu de le penser, c'est le soleil, est-ce que ça veut dire que Nicolas Hulot convoquerait le soleil dans un nouveau traité de Nuremberg? Et puis aussi, où sont les victimes? Parce que spontanément, tout le monde parle des victimes, des inondations, des sécheresses, des typhons et autres catastrophes, mais même le GIEC reconnaît qu'il n'y a pas de tendance à l'augmentation de ces phénomènes. Et puis, il y a le niveau des océans. Mais, alors, on parle d'immigration climatique, mais c'est complètement illusoire. Même le GIEC reconnaît que si ça devait continuer, ce qui n'a rien de certain, eh bien, la hausse du niveau des océans serait de 14 cm en 100 ans. Il n'y a pas de quoi. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. Donc, tout ça, c'est un peu de l'agitation. Et au bout du compte, j'ai l'impression que cette agitation, elle est le reflet d'une grande peur de toute l'Europe, d'ailleurs, que l'Europe se retrouve isolée par les États-Unis, bien sûr, mais isolée également vis-à-vis de la Russie, puisque Poutine, il y a 3 mois,
est allé dans les îles François-Joseph et a expliqué d'une manière très magistrale que les glaces dans cette région polaire avaient commencé à fondre d'une manière dramatique depuis les années 1930. Donc ça n'a rien à voir avec les émissions de CO2. Vous êtes l'auteur justement d'un livre sur le climat qui s'appelle « Climat et si la vérité nous rendait libres ». Quels sont vos commentaires concrets concernant cette question du réchauffement qui vont manifestement à l'encontre du consensus mondial sur le sujet? Alors, c'est exact. Il faudrait faire un long développement sur ce qu'on appelle le consensus. Hein, en matière scientifique, le consensus n'a pas sa place. Parce qu'en science, il faut des preuves et non pas des arguments. On est en train, je fais une caricature mais à peine, de rentrer dans l'âge de la science Facebook, comme s'il suffisait de mettre des arguments sur Facebook et de compter, de mesurer le degré de vérité au nombre de j'aime qui font l'objet des clics de l'opinion publique. Donc il faut vraiment organiser des débats sérieux et contradictoires, il n'y a que ça qui fait avancer la vérité. Alors la vérité, est-ce qu'on la trouve dans l'encyclique Laudato Si du Saint-Père? Alors, ça dépend de quelle vérité on parle. Donc vous avez raison, moi j'ai appelé ce livre « Climat et si la vérité nous rendait libres » parce que je pense que le maître mot, c'est la vérité. Parce qu'il y a des choses à faire, et Laudato Si a raison de dire qu'il y a des comportements à changer, mais il ne faut pas se tromper d'arguments. Je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, moi je suis tout à fait favorable au fait de décarboner les économies, nos économies. Mais certainement pas pour sauver la planète, simplement parce que c'est une manière de nous libérer de l'addiction de certains fournisseurs qui, au demeurant, sont peu regardants au niveau des droits de l'homme, et deuxièmement, qui financent complètement nos dettes publiques. Donc on perd toute indépendance diplomatique. Il y a également le thème de la frugalité. Bien entendu que la frugalité est une vertu, mais certainement pas une frugalité par précaution pour sauver la planète. Et puis il y a aussi le partage. Le partage est absolument indispensable et l'encyclique en parle beaucoup. Simplement, ce n'est pas un partage qui va permettre, comme d'une manière de relation de cause à effet, d'éradiquer la pauvreté. C'est un partage qui va nous permettre de nous sensibiliser à la solidarité. L'actualité avec Trump est une excellente occasion de réfléchir, de se dire il faut arrêter de recevoir tous ces mensonges, arrêter d'avoir peur et de se tourner résolument vers le futur.